là, mais alors on réinverse tout alors. Oui, on réinverse. C'est-à-dire que là, le dernier que tu as fait, Voilà. c'est la reprise de Bobby. Exact. D'accord, alors. Puis avant, il y avait D'où viens-tu mon petit. Oui, Avant encore, il devait y avoir le livre de ma mère. oui, Alors là, tu as fait plusieurs reprises, notamment à Saint-Gervais, de Maupassant, de Dickens et de Hugo. Oui. Donc ceux-là, on les met de côté. Mais dans les premières versions originales, c'était l'histoire du petit ramoneur savoyard. oui, Encore avant, il y avait Ô vous frères humains. oui, On remonte vers le premier. Il y avait Elalia. Là, il y avait Bobby, oui, ta rencontre avec Ourdin. oui. Donc, comme tu l'as refait une deuxième fois, Bobby, on va mettre Bobby aussi là. Parce que je pense que tu as fait une fois Bobby avec musique et une fois Bobby où tu disais beaucoup le texte sans musique. Hein. Oui. Ouais. Donc voilà. Bobby. Francis. Alors là, le poisson scorpion, Bouvier. Ah, oui. Mais il y avait aussi, on l'a pas là, le livre de C, de Chapa. Sartre. Ouais, mais ça, c'est pas encore maintenant. Là, tu vois, on est aux alentours des années 90 C'est avec ça. Bouvier. Oui, d'accord. Et puis, il y a des textes qu'on n'a pas, mais ce que tu as fait, bien sûr, c'est l'atelier de Giacometti, de Genet. Oui, Et il y a ce texte sur la cuisine, oui. que tu n'as pas là ici. Et puis, il y a Bove. Et Je puis, peux dire, oui, sur la cuisine... de quoi il s'agissait? Oui, c'est ça, je voulais te dire. C'est un rapport avec une femme qui est son amie, un homme qui a une amie, et qui a l'habitude avec elle, au lieu de dire viens, je vais t'inviter à déjeuner et on va parler de choses et d'autres, je t'aime, tu es belle. Non, ils vont, ils vont se concentrer sur la cuisine. Qu'est-ce que tu penses de ce goût? C'est pas un peu comme ça, c'est cette espèce de délectation intellectuelle de ce que l'on ressent quand on a un aliment dans la bouche ou une sauce et tout ça, et l'accompagnement d'un vin. C'était toute cette délicatesse Donc leur dialogue Leur est dia- essentiellement c'est- traversé par la cuisine, la cuisine, la nourriture, la la boisson. boisson, c'est ça, le texte, le goût, tout ça. Et c'était le texte était écrit sous la forme d'un dialogue. Oui, mais moi, à tout Mais seul, je mais tu faisais prenais les deux personnages, les deux personnages, c'est ça. l'homme et la femme. C'est ça, Tu as aimé faire ça. beaucoup. Beaucoup parce que je connaissais bien l'auteur, et c'était un homme qui connaît, je sais pas comment dire, c'est pas seulement un connaisseur de la table, mais un fin. C'est comme en littérature, il y a des gens qui ont une intelligence de la littérature, et lui, c'est l'intelligence de la cuisine. Vraiment, le goût et l'arrière-goût, tout ce qu'on peut ressentir, et surtout tout à seul coup, ça irait très bien avec un blanc de chez. Et aussitôt, hop, il amenait un blanc. C'était leur façon. C'est un amour gastronomique avec la femme. Je crois qu'on retrouve le nom de ce journaliste qui écrivait pour Libération, je crois, à Exactement. Lyon. Hein. Ouais. Alors, ça, c'est une bise opiniâtre, donc c'est Hugo. Hugo, oui, Ça, c'est Hugo aussi, donc l'homme qui rit. oui, Là, on a Prévert. Donc là, on remonte toujours, on est au début des années 70, 70. Et puis, ça, c'est aussi Prévert. ah bon, Ouais, parce qu'il y a plusieurs variantes. Tu as noté beaucoup tes textes. Tes textes sont énormément Oui. annotés, oui, beaucoup, oui. découpés. Oui, et il me fallait beaucoup de notes pour rayer. Mm. J'avais un désir de rayer pour avancer plus loin, et les notes n'étaient pas faites pour une fin en soi. C'était un aiguillon. Alors voilà, le montage Sartre. Ah oui, Rimbaud, oui, on remonte toujours plus haut. Tu vas bientôt disparaître derrière ta pile. Les Tchekhov, les deux nouvelles de Tchekhov, les contes. D'autres contes, Maupassant oui. et Dickens. C'est Voilà. bien. Dickens, Voilà. Maupassant, c'est bien le vrai début. Dickens, Voilà. Maupassant, Alors on attaque par Dickens. par Dickens. Donc là on est en juillet, fin juillet 2007, Oui. et donc tu t'es fixé comme programme la saison 2007-2008, justement de reprendre
ce récital Dickens. Ce que j'avais vu à Londres avec un acteur qui s'appelait Emlyn C'est ça. Williams. Et là maintenant, tu l'avais fait d'abord en 58 à Saint-Étienne. Et qu'est-ce que ça te fait de retrouver ce texte? Et tu peux peut-être nous lire le début, mais pourquoi reprendre ce texte 50 ans après? Est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que Ah non. c'est... Non, c'est une réflexion sur le travail. Je disais, je me souviens que je jouais beaucoup au départ. Et petit à petit, toute ma vie a été d'effacer le comédien le plus possible. Et je ne suis pas arrivé encore au non-comédien. Il y a toujours un peu de moi. Ça veut dire quoi un non-comédien? D'interprétation. Je voudrais simplement, euh, par exemple, je peux faire un exemple. Bien sûr. Quelques souvenirs d'enfance de David Copperfield. Mes jours d'école. Remontant en pensée le lit de cette eau vive, qui n'est plus maintenant qu'un ravin desséché, encombré de feuilles. Voyons si quelques points de repère me permettront d'en retrouver le cours. Ce que je voudrais arriver à faire, c'est mes jours d'école. Remontant en pensée le lit de cette eau vive, qui n'est plus maintenant qu'un ravin desséché, encombré de feuilles. Voyons si quelques points de repère me permettront d'en retrouver le cours. J'essaie de pousser le texte plus que l'interprétation, plus qu'un personnage. Est-ce que c'est lisible ce que je dis là? Mais comment tu peux faire ça seul? Comment seul? C'est-à-dire, ce Dickens, tu l'as fait il y a 50 ans seul. C'est un des rares récitals que tu as fait seul. Oui. C'est-à-dire sans quelqu'un, une femme ou un homme qui t'accompagne. Et là, 50 ans après, tu réouvres toutes ces pages de ces livres et tu réattaques sur Dickens. Et tu es ta seule boussole, Oui. ton seul point de repère. Je suis mon seul point de repère, oui. J'aimerais avoir un repère comme Jean-Louis Jourdain ou quelqu'un qui me dise c'est encore, fais confiance. C'est cette confiance au texte. On a beau dire qu'on fait confiance au texte, on ne fait jamais assez confiance au texte. Et faire confiance au texte, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, au lieu de faire mes jours d'école, remontant en pensée le lit de cette eau vive, mes jours d'école, remontant en pensée le lit de cette eau vive, qui n'est plus maintenant qu'un ravin desséché, encombré de feuilles. Au lieu de dire, remontant en pensée le lit de cette eau vive, qui n'est plus maintenant qu'un ravin desséché, encombré de feuilles, voyons si quelques points de repère me permettront d'en retrouver le cours. Est-ce que tu... Oui, je crois. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise. Tu vas, avec Jean-Louis Jourdain, reprendre ce texte, si j'ai bien compris. Ce Dickens. Oui, un peu oui. Puisque vous allez faire, si j'ai bien compris, le Dickens et le El Alia de Louis Arty. C'est ça, oui, au théâtre de Villiers. D'accord. Et tu vas reprendre le même montage, Ah oui, tel quel. tel quel, oui, oui. Tu n'as pas envie, par exemple, de changer l'ordre des comptes. Ça, non, j'ai pas envie de ça. Parce que l'ordre des comptes, c'est l'ordre d'Emlyn Williams. C'était l'ordre de Dickens. Et je ne veux pas changer ça. Lui-même reprenait l'ordre de Dickens. Ah oui. D'accord. Et ça a un sens inconnu pour moi. Je ne sais pas, mais ça a un sens de l'auteur, du poète. Et ça, même si c'est inconnu pour moi, je suis fidèle à ça. Parce que j'aime bien. Et c'est vrai, c'est important ce que tu dis. L'ordre des comptes, c'est très, 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 très important. C'est une chose à ressentir par rapport à l'histoire et ce qui vient après. Ce qui vient après, c'est ces souvenirs d'enfance du petit David Copperfield dans la vie qui commence à vouloir vivre un homme qui désire tellement être dans les gens, les grandes personnes. Et d'un seul coup, une satire terrible sur une société de l'ère victorienne. C'est ça que j'aime beaucoup. Ça, c'est rien. Une question un peu bête. Est-ce que tu t'es pas un peu, il y a 50 ans, identifié à ce jeune David Copperfield? Bien sûr. Sans le savoir, j'ai fait ça. Sans le vouloir même. Parce que... Mais moi, je crois qu'au début, j'avais un souvenir assez exact de ce que faisait Emlyn Williams. Ça veut dire que tu as travaillé comme par rapport à un modèle? Un peu, oui. Et ça m'a détruit un peu, ou ça n'a pas été. C'est quand j'ai repris, j'ai effacé ça.
Je faisais un peu à l'anglaise. C'est-à-dire? Chicksey, Veneering and Stables, bureau d'Omensinglen, London. Monsieur Chicksey, Monsieur Veneering, Monsieur Stables. Allons rendre visite, en ces temps de grâce, 1866, à la maison du second de ces messieurs, et associé principal de l'affaire, après avoir commencé par en être le représentant. Représentant, Monsieur Veneering. Mr. et Mrs. Veneering étaient des gens tout neufs, habitant une demeure toute neuve, d'un quartier tout neuf de Londres. Leurs meubles étaient neufs, leur argenterie était neuve, leurs amis étaient tout flambant neufs. Et là, je propose, Monsieur et Madame Veneering étaient des gens tout neufs, habitant une demeure toute neuve, d'un quartier tout neuf de Londres. Tu sens la différence Oui, je crois. d'une interprétation. Non, mais je dis ça pas comme une blague, mais j'aime entendre si j'ai pas seulement progressé, mais dit autrement. Dire autrement. C'est-à-dire aussi que semble-t-il, si je puis me permettre, tu Oui. travailles moins sur une espèce d'ironie générale et de ton Ou de caricature à de l'anglaise. caricature qui, au fond, s'intéresse pas forcément au mot à mot, mais plutôt aux personnages, aux silhouettes. C'est ça. Et pour moi, en France, comme dans une certaine société, il y a des tas de Veneering qui étaient des gens tout neufs, habitant une demeure toute neuve, ça existe encore, Oui, ça. c'est Dans les un nouveaux quartier riches, tout hein, neuf. c'est les nouveaux riches. Et leurs meubles étaient tout neufs, leur argent. C'est ça que je m'inspire. C'est par rapport à aujourd'hui, ce qui se passe comme ça. Et ça fait. Pourquoi je m'inspire de ça? C'est pour communiquer avec les gens ce désir que certains poètes ont écrit il y a des siècles et qu'en fin de compte, rien, peu de choses ont changé. On retrouve les mêmes personnes, on retrouve les mêmes classes, on a beau se battre. Non, c'était désespéré. Comment ça se terminait, ce récital? Je vais te dire, Donc à chaque signet, c'est une nouvelle histoire. c'est ça. Ah oui, c'est l'histoire de ce nain qui est dans un cirque et qui gagne à la loterie nationale. Il devient millionnaire. Il a un rêve, c'est d'aller dans le grand monde. Ça se terminait comment? Mais je te dis, je m'excuse, hein. Prends ton temps. On remonte jusqu'en 1958, là. Je ne se retrouve pas. Ah oui, c'est plutôt pour là. Je ne sais plus cette phrase que j'aime énormément. Mais ça, on peut la retrouver une autre fois. Oui, Peut-être. je ne voulais pas entendre parler. Peut-être. Je le déposais sur le paillasson du vestibule. Il était dans le grand monde, il était ruiné. Le grand monde l'a ruiné. Il me regarda tout près de lui en s'accrochant au col de mon habit et murmura: Toby, je suis pas heureux. Mais qu'est-ce qui va pas, monsieur Chops? Ils se conduisent, les deux compères qui voulaient partir avec lui, ils se conduisent pas bien avec moi. Ils sont pas reconnaissants. Quand je veux pas faire monter de champagne, ils me mettent sur la cheminée. Et quand je veux pas leur donner mon argent, ils m'enferment dans le buffet. Bah, débarrassez-vous-en, monsieur Chops, que je dis. Je peux pas. Une fois qu'on est entré dans le grand monde, on ne doit pas en sortir. Vous êtes un brave homme, mais vous comprenez rien. Bonsoir, Maxman. Le petit homme va maintenant faire 3 fois le tour de la baraque avant de sortir derrière le rideau. La dernière vision que j'ai de lui, il essayait de grimper l'escalier à 4 pattes, marche par marche. Elle était trop haute pour lui, surtout dans l'état où il se trouvait. Mais il n'y avait rien à faire, il ne voulait pas qu'on l'aide. Et c'est pas longtemps après que j'ai vu sur le journal que M. Chops avait été présenté à la cour. M. Chops, présenté à la cour. Et que je me dis, ben voilà, la vie, il y est arrivé après tout. Il a étonné Georges IV pour de bon. Oh. Et la chute? Vraiment la chute? Les dernières lignes? Le lendemain, je l'appelais comme d'habitude, il répondit pas, il était parti pour un monde meilleur que le mien, ou que celui de Paul Moll. J'offrais à M. Chops un enterrement aussi confortable que mes moyens me le permettaient. Je menais moi-même le deuil. Et la toile qui représentait M. Chops en compagnie de Georges IV, je l'ai fait porter en tête du cortège, comme une bannière.
Et qui est-ce qui raconte l'histoire alors? Parce que Monsieur Chop, c'est le nain, non? Monsieur Chop, c'est le nain. Et là, qui raconte C'est l'histoire? Dickens. C'est Dickens. C'est simple, ou quelqu'un d'autre. Mais moi, c'est l'autre. Tout, tout, tout. C'est Dickens qui parle du grand monde. Et c'est Dickens qui prend des positions. C'est Dickens qui... Alors après Dickens, euh, tu continues au fond ton exploration du 19e siècle, hein, de la Oui, société. absolument. Et là, alors, tu vas chercher Maupassant. Ah oui. Alors comment pourquoi, Eh bien, qui t'a écoute, alerté? Comment tu as découvert Maupassant? c'est très bizarre. Comment ce... J'ai oublié le nom de cet auteur contemporain qui habite tout près de la frontière suisse. Michel Butor. Non, un autre nom. Oh, il vient de faire, il vient de faire un spectacle à Avignon, Valère Novarina. Neuf-Arena. Quand je l'ai vu une fois, il y a pas longtemps, il me dit, je me rappelle de vous. Ah oui, j'étais encore à l'école, Dickens, Maupassant. Ça m'a fait plaisir. Il n'a pas ironisé comme un homme qui a une autre façon de décrire le monde ou de le faire penser, de le faire voir. Il n'a pas ironisé. J'ai aimé beaucoup cet homme, du respect qu'il avait du travail. Et parce qu'il m'a dit, ça m'a beaucoup marqué ça, comme ça. Et c'est drôle, quand il lit, il fait ça, pif, il lit comme ça. Et moi, Novarina. Novarina, il lit comme s'il le ferait. Et moi, Et c'est toi drôle. aussi, tu lis comme Je ça. fais ça, mais avec le Tu doigt. pointes. Et je pointe. Et pourquoi tu pointes? C'est pas le doigt de Dieu quand même, ni celui de l'auteur tout de même. Non, c'est écrit là. C'est pour attester. C'est attesté. Que c'est ici, que j'invente pas, que je n'ai pas, que je Et pour m'occupe pas t'y de ma mémoire. tenir. Et pour t'y tenir aussi. Oui, c'est ça, oui. Et que tu t'occupes pas de ta mémoire. Oui, Ça, je tu m'occupe- l'as bien expliqué. Ah C'est-à-dire oui. que ton problème de la mémoire, finalement, c'est un faux problème. Ah oui, 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 ah oui, 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 oui. Ce qui t'intéresse, c'est d'être au plus près du texte. Oui, exact. Et puis j'ai eu beaucoup de mal avec la mémoire, tu sais. En sortant de Buchenwald, je suis pas sorti indemne, et j'en suis encore pas toujours indemne. Psychologiquement, ça, je suis pas encore. Mais du point de vue de la mémoire, du point de vue de beaucoup de choses, j'ai été abîmé. Oui, j'étais abîmé. C'est le théâtre qui m'a sauvé. Et là, alors, Maupassant, c'est toi qui a établi le choix des textes, Oui, qui a fait le montage, oui, contrairement au Dickens, là où tu te oui, référais à ce que tu avais vu en oui, Angleterre. oui. Euh, c'est quelque chose que tu as fait, par exemple, d'emblée, ou tu as testé plusieurs textes, puis tu en as mis de côté des contes. Ça s'est passé en tournée, c'était à Thonon. Et quelqu'un m'a parlé de Maupassant. J'avais fait Dickens à Thonon. Ouais. Et quelqu'un me dit, oh, tu devrais dire du Maupassant. Ah ben, il y a une après-midi, je ne savais pas quoi faire. J'ai rentré dans une librairie, j'ai vu du Maupassant, j'ai acheté un Maupassant. J'ai passé la nuit debout à lire. Pourquoi? C'est pas seulement l'histoire, les histoires qui m'amusaient, c'est cette façon, comment dire, vraiment c'est une écriture qu'on écoute, Maupassant. C'est une écriture avec laquelle on peut voir. Dickens moins. C'est plus subtil, c'est plus. Parce que Maupassant, tu comprends. Par exemple, une chose comme Lamartine. C'est rare de décrire quelqu'un qui tombe amoureux d'une femme comme ça. Cela lui était venu un dimanche après la messe. Il explique pourquoi cela. Il sortait de l'église et suivait le chemin creux qui le reconduisait chez lui, quand il se trouva derrière Martine, qui rentrait aussi chez elle. Le père marchait à côté de sa fille d'un pas important de fermier riche, dédaignant la blouse. Il portait une sorte de veston de drap gris et il était coiffé d'un chapeau melon, à large bord. Et elle, serrée dans un corset, qu'elle ne lassait qu'une fois par semaine, s'en allait droite, la taille étranglée, les épaules larges, les hanches saillantes en se tendinant un peu. Coiffée d'un chapeau à fleurs, confectionné par une modice d'Yvetot, elle montrait tout entière sa nuque, forte, ronde, souple, où ses petits cheveux follets voltigeaient roussis par le grand air et le soleil. Lui, Benoît, ne voyait que son dos, mais il connaissait bien le visage qu'elle avait, sans qu'il eût cependant jamais remarqué plus que ça. Et tout d'un coup, il se dit, nom d'un nom, c'est une belle fille tout de même que la Martine. Il la regardait aller, l'admirant brusquement, se sentant pris d'un désir. Il gardait les yeux plantés sur sa taille, se répétant lui-même, comme s'il parlait, nom d'un nom. C'est une belle fille.
tu sens comme c'est rapide, comme c'est bref, Elliptique. que c'est des choses... Et c'est des chocs. Oui, c'est ça. C'est des chocs. Et ça, je l'ai senti tout de suite. Et alors, tu t'es dit, ben alors, je vais en faire un récital. Oui. Alors, il y a une chose que j'ai pas compris avec Planchon, et certaines personnes de l'entourage de Planchon, je sais pas comment dire, il y avait un truc politique à cette époque-là, très, très engagé au théâtre de la Cité, et je crois qu'on m'a reproché un petit peu quelque chose avec Maupassant, comme quelqu'un de droite, comme, je ne sais pas comment expliquer ça, mais et c'est drôle parce que un jour Planchon me dit viens, j'ai envie de te parler. En fin de compte, je sentais qu'il voulait me parler de Maupassant. Il ne m'a pas dit un mot. Il a parlé d'autre chose. Oui. Et ce qui gênait, je sais pas, c'est que quand j'ai fait pour la première fois, il y avait une couturière qui était une Espagnole et on m'a rapporté ça. Elle était descendue voir un bout de répétition et elle est remontée tout de suite. Elle m'a dit oh, il se passe quelque chose de très chouette. Et ça a fait une jalousie terrible que simplement, sans décor, sans rien, et les gens applaudissaient et tout ça. Et même les gens je dis bien, de la technique, qui généralement ne sont pas très concernés, ou on ne veut pas les entendre parler, oui c'est des techniciens. On ne veut pas les concerner. On ne veut pas les concerner par ça, qui étaient concernés par ça. Et c'était une Espagnole en plus, qui parlait mal le français. Et donc Maupassant, je crois que tu l'as joué beaucoup dans C'est le seul que j'ai joué beaucoup. beaucoup de pays, je crois, Oui. et aussi beaucoup Au de Japon. villes, France. En Corée. Tu as fait aussi Oui. comme le Prévert, non? Oui, Le oui. Prévert au Japon, Au Japon. mais le Maupassant Ici aussi. aussi. Et Corée. en Corée du Sud. Corée du Sud, Canada. Aux Au États-Unis Canada. aussi, je crois. Aux Les États-Unis. États-Unis, non. Ah oui, attends, les États-Unis. Aux États-Unis, c'est dans cette tournée que j'ai fait en voiture avec un monsieur merveilleux dans les universités américaines. Ah, c'est là, dans quelle ville où j'ai eu la chance. Je suis Maupassant. Comment s'appelle cet auteur qui était à la Comédie Française, une femme assez forte, qui était à la Comédie Française et qui a écrit très très connu. À la Comédie Française, Non, à l'Académie, pardon. Marguerite Yourcenar. Elle était là. Elle m'a invité chez elle, elle habitait sur une île. Non. Et je m'ai invité à dîner, et elle m'a dit une chose. Je devrais avoir un peu plus de respect, un peu plus de simplicité, mais ça me fait tellement plaisir. Je suis tellement ému de cette chose. Elle m'a dit, j'aimerais que vous me lisiez mes textes comme vous lisez Maupassant. Et ça m'a jamais, les compliments ne m'ont jamais perdu, m'ont toujours excité. Inquiété et stimulé. Oui, stimulé, mais pas confortablement, ça y est. Ça t'a jamais satisfait, ça Non, t'a jamais endormi. Je peux pas. Et c'est pas une qualité de ma part, c'est que C'est je un peux tempérament. pas. Et oui, et même n'importe qui, même maintenant, quelqu'un me dirait c'est bien, je dirais merci, parce que ça me fait plaisir, mais ça reste là. Parce que je sais pertinemment que c'est pas ça encore, et ça sera jamais ça. Alors, après Maupassant, Tiens. on va un peu vite parce que c'est énorme tout ce que tu as travaillé et traversé. Ah, Alors, ouais. c'est Tchekhov. Ah oui, ça alors. Deux contes, deux nouvelles de Tchekhov. Oui, ça. Là aussi, comment tu arrives à Tchekhov Est-ce que tu avais joué Tchekhov par ailleurs au théâtre? J'ai pas l'impression. Peut-être chez Dasté. Chez Dasté, j'ai joué avec Sonia, comment? Peut-être Oncle Vania. Oncle Vania. Oncle Vania, oui. Et je jouais c'est une mise en scène de Gabriel Monet. D'accord, Et je jouais le docteur. d'accord. Et une des sœurs, c'était une des de c'est la sœur de Marina Vladi. D'accord. C'est qui jouait une des Les sœurs Poliaski, là. C'est les sœurs Poliakov. Poliakov, pardon. Les Poliakov. Poliakov, c'est ça, d'accord. Poliakov, c'est ça. Mais alors, donc là, tu choisis des contes bon, qui ont rendu Tchekhov célèbre. Hein, c'est absolument génial, toute cette littérature. Et bon, tu passes de Maupassant à Tchekhov. Comment ça se fait là, encore? Est-ce qu'on te dit là, ça serait bien que tu dises du Tchekhov, ou est-ce Oui. que c'est autre chose, ou est-ce que C'est très bizarre parce que tout à coup, il n'y a pas un jeu, mais l'écriture même est forte dans Maupassant. Là, c'est quand même une traduction, Déjà, d'abord, absolument. premièrement. Ouais. Et puis, comme avec Tchekhov, rien ne se passe et tout se passe.
c'est plat, et en même temps, tout se passe. Donc, pour moi, il était une question, comme dans tout, de me reposer sur le texte. Pas d'essayer de trouver les situations, comme on trouve pour un comédien qui doit jouer. Comme il était environ 10 heures du soir. La pleine lune éclairait, et c'est drôle dans Tchekhov, on a envie de prendre son temps. La pleine lune éclairait le jardin des Choumines. Le service des vêpres, célébré à la demande de la grand-mère, Maneshkova, venait tout juste de s'achever. Et en ce moment, Nadia sortit un instant au jardin pour voir les domestiques couvrir de hors d'œuvre la table du fond. Je sais pas, c'est... Ça a l'air d'être plus loin hein, pour toi. Oui. Tu retombes et tu replonges plus difficilement dans ces textes-là. Oui. Ouais. C'est-à-dire que je comprends les réactions des gens, mais ce qui m'a toujours surtout avec Tchekhov, et même quand j'ai joué Tchekhov, la traduction très française, il me semblait, n'allait pas toujours avec les émotions qu'on pouvait ressentir avec Tchekhov. C'est des émotions de Tchekhov intelligentes, c'est pas des émotions seulement physiques et nerveuses. C'est une émotion profonde. Là, la fiancée, c'est l'histoire, c'est formidable. C'est une jeune fille, fiancée en effet, et les familles leur ont, avant le mariage, il y avait une maison pour eux, il y avait il y avait la chambre des enfants tout préparé, ils n'avaient rien fait encore, tout était prêt pour lui, pour recevoir. Pour ce jeune couple. Et très peu de temps avant ce mariage, il rencontre un jeune gars dans un parc complètement ivre et qui lui explique qu'il va à Moscou, il se passe des choses, il faut faire la révolution, il faut bousculer tout ça, toute cette bourgeoisie à la merde, tout ça, il faut bousculer tout ça. Ouais. Et elle tombe subitement amoureuse de cet homme. Et sans rien dire, sans prévenir, le lendemain, elle part à Moscou. Et le fiancé, l'appartement, la maison, les enfants qui devaient venir, tout ça et ça, je crois qu'il voulait dire, sur un plan plus lointain, Tchekhov, à mon avis, il était concerné par... Il devait arriver un changement aussi dur que celui-ci en Russie. Il pressentait ça. Que cette histoire privée annonçait une histoire collective. Exactement. Donc ça, j'imagine que c'est la fable d'abord qui t'a donc excité. Bien sûr. Parce que c'est très brutal et assez fou comme Ah, histoire. puis alors là, il y a aussi... Ça, c'est la deuxième. Ah, la dame au petit chien, ça me Ah bah ça, elle est plus connue. Alors ça, ouais. Ça, la dame au petit chien, c'est si tu veux draguer sur une plage, il suffit d'avoir un petit chien. Si la femme... Mais à l'époque, tu n'en avais pas de petit chien. Non. Il suffit de dire, oh, il est beau. Comment il s'appelle? Oh, bonjour, Poutou. Poutou. Oh, je me rappelle, j'avais un ami, c'est exactement le même. Oui, permettez, je peux m'asseoir. Ah, c'est beau, votre petit chien. Oh. Et d'un seul coup, on lit Conversation. une conversation, et même on peut aller Un plus peu loin, plus. grâce à un petit chien ou un petit chat. Oui, donc c'était 2 heures aussi très, très contrastées, très, très différentes. Alors, on est toujours dans le 19e, bien qu'avec Tchekhov, comme tu l'as indiqué, on a la charnière 19e, 20e. Et puis, là, ce sont des textes en prose. Oui. Et puis, à partir du 4e récital, alors là, tu vas t'attaquer à Rimbaud. Ah oui, alors... Alors là, une saison en enfer. J'ai 2 manuscrits ici qui sont, comme je l'ai indiqué, annotés, Ah oui. découpés. C'était avec, Bruno Beuglin, on en a avec Bruno Beuglin. déjà un peu parlé. Mais là, alors, Rimbaud. Ah, je me souviens. Avec Rimbaud. Ça, je te l'ai dit l'autre jour, ça. Je sais pas si tu te souviens. Comme j'étais engagé dans le texte. Révolté. Ouais. Avec Beuglin, c'était ça. Il le souhaitait aussi, c'est Oui, ça, oui. j'imagine. Hein, c'était- Micro en main, et tout ça. Et je sentais que c'était pas ça. Je sentais. Et j'arrivais pas à savoir pourquoi. Parce qu'en effet, le texte est très révoltant. Il est très... Et quand il dit jadis, je me souviens bien, ma vie était un festin. Ma vie, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir,
j'ai assis la beauté sur mes genoux. Et je l'ai trouvée amère. Et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui aux sorciers. J'étais à fond. Et maintenant, comme il me... Comme, comme je le ressens maintenant, à mon âge, c'est un texte dit par un jeune, ça. Ou un homme en pleine force de ses moyens. Et pourtant, pourquoi quand on arrive à un certain âge, on ne peut pas dire aussi qu'on est révolté, qu'on ne comprend pas les choses? Pourquoi on ne reste pas aussi engagé? Pourquoi? Parce qu'on a mal aux dents, parce qu'on a mal aux reins, parce qu'il faut, il faut ton tilleul le matin à 6 heures? Non. On peut très bien aussi, à 84 ans, dire que jadis, c'est pas une amertume, c'est un constat que jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère. Au lieu quand j'étais jeune, j'ai trouvé amère. Non, le constat, c'est le privilège de l'âge. Et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Tu sens bien ce que À l'époque, tu étais sonorisé? Tu dis qu'il y avait un micro. Oui, j'ai un micro. Oui. C'était la première fois que tu travaillais avec un micro. Oui. Tous les autres spectacles, tu les as fait sans micro, Et bien en sûr. plus, l'appareil était sur scène et c'est moi qui réglais mon son. Ah d'accord. Ça avait un sens. C'était pas. C'est moi qui me mettais en route. Il était déjà en route et je mettais le son. Je recommençais. Non, oui, voilà. Voilà. Ah oui, donc il y avait des répétitions, Oui, des reprises. Des reprises comme ça. Ouais. Pas des reprises de texte, mais des reprises de son. Pour savoir. Ouais. J'étais technicien, De conteur de Rimbaud. De Rimbaud. Technicien régisseur, technicien comédien. Exactement. Lecteur de Rimbaud. Oui. Oh, bah, c'est une belle proposition. Ah ça. oui, Quand ah même, oui. on est, C'est la seule fois que je l'ai fait, ça. Je l'ai pas fait 2 fois. Et donc, c'est donc une saison en enfer. Je suis Hein. très content. Une saison en enfer. Alors, une saison en enfer, d'une certaine façon, quand on revoit l'histoire, bien sûr, à l'époque, c'est pas comme ça qu'elle s'écrit, Oh là, oui. elle peut quelque part nous entraîner que vers Sartre. Ah oui. Hein, Oui. c'est drôle quand même, c'est troublant. Hein, que, Oui. Après Rimbaud, il y a Sartre. Donc, on en a déjà parlé. On pourrait peut-être s'intéresser au montage que vous aviez fait, parce que Et le montage, c'était Jeannette Colombel, je Jeannette crois. Colombel, c'est une amie et une dame. Tu vois, voilà, cette dame, si brillante. Je sais pas comment elle est maintenant, aveugle. Pour quelqu'un qui écrit, aveugle. Alors c'est intéressant parce qu'en page 4, il y avait ceci. Regarde. C'est dans les livres que j'ai rencontré l'univers. C'est dans les livres que j'ai rencontré l'univers. Assimilé, classé, étiqueté, pensé, redoutable encore. Et j'ai confondu le désordre de mes expériences livresques avec le cours hasardeux des événements réels. De l'un vint cet idéalisme dont j'ai mis 30 ans à me défaire. Alors là, c'est quand même une étape importante. D'abord, bien sûr, parce que c'est Sartre. Ça, tu nous en as parlé, la rencontre avec Sartre, avec Simone de Beauvoir. Mais aussi, au niveau du montage, du choix. Oui. Moi, je me souviens, parce que j'ai vu ce spectacle au Théâtre de Carouge, lorsqu'il avait été invité par François Rochet à l'époque. Oui. Et il y avait donc, si je ne m'abuse, le décor, c'était le Café Flore. Exactement. La grande banquette rouge Bon, du Café c'est Flore. exact. Avec Sublime l'image- décor de Serge Marzotte. Avec l'image de Et Sartre. avec une image de Sartre. Et en dessus de toi, si je me souviens bien, il y avait un écran et il y avait des images qui étaient projetées. Oui. Ce qui à l'époque au théâtre n'était pas courant. Oui. Alors là, C'était pas simple, j'imagine. oh non. Figure-toi qu'un texte, par rapport à une image, c'est troublant. Il peut ne plus exister. La gueule de Sartre avait une telle force. Heureusement que j'ai voulu, avec Gironès, j'ai jamais voulu regarder. Je me laissais impressionner par ce bonhomme avec ses paupières, et d'un seul coup, Toi, tu étais en dessous, quoi. en dessous, oui. Et il fallait pas que tu le sois en dessous. Non. Donc il fallait mieux ne pas s'y confronter directement. Mais c'était quoi la situation?
c'était Sartre au café de Flore, au café Flore, pardon. Exactement. C'était ça, hein, d'une C'était certaine ça. façon. Et qui s'adressait au monde, à la salle. C'est ça. C'est ça. C'est exactement le café de Flore. Et même, je disais, je montais sur comment, La banquette. la banquette et je marchais avec un texte sur la banquette comme ça. Comme ça, tout a été écrit. Tout, les principales, beaucoup de ces œuvres ont été écrites au café de Flore, dans le café de Flore. Et pour moi, c'était bien écrire au milieu des gens, au lieu d'écrire dans une pièce, et dans une pièce bien fermée. Il avait toujours un joint avec le public, avec les gens. Même Sartre, il montait sur la rue, sur des poubelles. Il s'adressait aux gens. Oui. Il s'adressait aux gens. Ce besoin de s'adresser aux gens. Ça, c'est une chose qui vous a guidé Oui. dans la mise en scène, dans Ah ce oui. spectacle. Donc, c'est intéressant le libellé. Hein, c'est mise en scène de Robert Gironès, texte dit par Gérard Guillaume. Dis, Hein dis. Dit. Pas joué. Ça, c'est quelque chose que tu, Ah oui, que je auquel revendique très fort. tu tenais. Puis il y a cette phrase de Sartre que je crois que tu prononçais, je pense, est assez... C'est quoi? C'est l'idée que je n'ai jamais cessé de développer. C'est que, en fin de compte, chacun est toujours responsable de ce qu'on a fait de lui. Même s'il ne peut rien faire de plus que d'assumer cette responsabilité. Parce que je crois qu'un homme, tu sais, avec Sartre, je cherche la conversation plus que la bonne lecture. Je crois qu'un homme peut toujours faire quelque chose. Je crois qu'un homme peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de lui. Et c'est la définition que je donnerais aujourd'hui de la liberté. Et ce petit mouvement qui fait d'un être social totalement conditionné une personne qui ne restitue pas la totalité de ce qu'elle a reçu de son conditionnement, qui fait de Genet un poète, par exemple, alors qu'il avait été rigoureusement conditionné pour être un voleur. C'est sublime. Ça, j'imagine que par rapport à toute ta vie, toute ta trajectoire, c'est énorme, ça. Hein. Oui, c'est énorme, mais en même temps, si je veux aller jusqu'au bout et être vraiment sincère, qu'est-ce que je garde de ça? C'est drôle, ça bouleverse. C'est drôle comme le théâtre, comme le spectaculaire des mots. C'est toujours un costume que tu as le plaisir de porter, mais que tu gardes pas longtemps, que va dans ta loge et tu le défais. Alors il reste des bouts comme ça. Puis enfin tu oublies après. Puis après, quand tu retrouves, tu es content, mais tu es content. Tu es content d'avoir trouvé ça, mais t'es pas content parce qu'en fin de compte, si je lis bien Sartre, pour moi, je ne suis pas devenu un sartrien ou je ne suis pas engagé dans la politique comme à cette époque-là. Je désirais être. Figure-toi quand même qu'à cette époque-là, j'ai été chahuté beaucoup. J'ai eu 2 doigts. J'ai été alerté. J'ai été tabassé par des gens d'extrême droite et 2 dents en l'air. Je me suis caché dans les chiottes pour qu'ils ne me trouvent pas. Il y a un épisode où qu'est-ce que c'est cette histoire avec les Rolling Stones là, parce que Gironès avait fait une mise en scène évidemment rock'n'roll, il y avait une bande son et il y avait les Rolling Stones. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas ça. C'est que Jeannette Colombel était en bagarre avec lui parce qu'il avait refusé un texte à dire et Jeannette Colombel était montée sur le texte pour dire ce texte. Ah oui, qui n'avait pas été fait dans le montage. C'est ça. Et Gironès a dit il faut la couvrir, il ne faut pas qu'on l'entende. Il a même mis les Gironès à plein tube. Les Rolling Stones. Et c'était émouvant. Jeannette Colombel hurlait. On n'entendait pas. On voyait quelqu'un qui hurlait sans rien entendre. Et les Rolling Stones qui étaient là. Et toi, tu étais sur scène? Oui, j'étais sur scène. Moi, j'étais. Mais oui, mais j'étais sur scène. Je regardais à droite, à gauche, si quelqu'un m'attaquait pas. Non, ça a été une bagarre physique, une bagarre. Je sais pas comment. Et en fin de compte. Par exemple, j'étais pas déçu. Mais venir à Genève, c'était pas déçu. Mais je venais dire un texte. Là-bas, c'était une bagarre. C'était quelque chose. Et alors, vous terminiez par ça, on dirait? T'as rajouté à la main? Ouais. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme, fait de tous les hommes qui les vaut tous et que vaut n'importe qui.
Alors, on continue, on peut y rester des heures sur chaque projet. Oui. Mais là, bon, je crois que c'est un moment vraiment charnière. Ah ben ça, c'est la première fois que j'ai fait de la politique, que je me suis engagé politiquement sur une scène, avec des mots politiques, pas des mots poétiques qui restent dans la poésie, qui restent là, dans la beauté de la poésie. J'ai rien dit contre, au contraire, c'est beau, mais quelque chose qui, qui vous, quand on sort, quand on va dans la rue, c'est des choses qu'on peut dire dans la rue. D'ailleurs, Sartre, il le faisait. Il montait sur une poubelle, il disait ses textes dans le jardin de Luxembourg ou aux environs. Mais alors, là aussi, je ne veux pas surdéterminer les choses, mais Oui. les enchaînements sont troublants. Ouais. Après Sartre, Prévert. Comment tu es arrivé à Prévert? Bah, c'est un autre. Prévert, c'est un sacré bonhomme aussi. Mais j'en doute pas, mais... Comme Sartre. Autre chose, mais c'est comme Sartre. Il y a eu un moment où j'étais de révolte, comme ça. Je voulais dire, pas m'enfermer dans une belle histoire. Certes, mais c'était pas... C'était anti-religieux. Attends. Prends Pardon, celui-là. anti-religieux. Oh, je sais plus où c'est. Non, ben là, c'était un montage de poèmes, ça, hein, avec André Sellier. Oui, Mais là, Rome. alors, Oh, tu avais procédé, bon, tu commençais à avoir, entre guillemets, une certaine habitude, mais le montage du Sartre, c'était surtout Magnan et Châtelier, je crois, Ouais. et Jeannette Colombel, donc les dramaturges et Jeannette Colombel. Là, tu te souviens avoir plongé, avoir tout lu Prévert, ou avoir lu beaucoup de Prévert, Beaucoup. ou bien est-ce que c'est Pas beaucoup. André Sellier qui te les a amenés, ou c'est C'est- toi qui t'es c'est très pas vite fixé sur Oui. quelques textes? C'était uniquement, c'est anticlérical. Ah, c'était ça le mot d'ordre. Complètement anticlérical. D'accord. Plus loin derrière la palissade, dans une maison de construction ou en démolition, enfin, dans une maison pour les humains, il y a une grande réception. C'est la grande réception chez les chiens du cirque, la grande rigolade. Il y en a qui ont apporté des os, d'autres des escalopes, beaucoup de choses. Ceux qui ont la queue en trompette font l'orchestre. C'est le grand cirque des chiens. Oui, mais donc c'est pas que anticlérical. Mais quand même, Ah, si, si si, tu si, t'en si. souviens autant à ce point-là, Ah oui. bah ça par exemple, le miroir brisé, ça pourrait être pas du Bobby Lapointe, mais ça pourrait faire penser à Bobby Lapointe, non? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de qui ça? C'est Jacques Prévert, toujours. C'était dans le récital. Le petit homme qui chantait sans cesse. Le petit homme qui dansait dans ma tête. Le petit homme de la jeunesse a cassé son lacet de souliers et toutes les baraques de la tête, tout d'un coup, se sont écroulées. Et dans le silence de cette fête, dans le désert de cette fête, j'ai entendu ta voix heureuse, ta voix déchirée, fragile, enfantine et désolée, venant de loin et qui m'appelait. Et j'ai mis ma main sur mon cœur en remant, ensanglanté, les sept éclats de glace de ton rire étoilé. Oh, je dis, j'aimerais bien. C'est drôle, quand tu me fais deux, j'ai envie de travailler avec ça. Oui. Quand j'entends ça, j'ai envie de les faire travailler. On fait un premier tour, c'est un Oui. premier tour. Alors, oui, alors, Prévert, encore. Oui, la difficulté de la communication entre un pape et un veilleur de nuit. Effectivement. La pipe au papa du pape Pi pue. La pipe au papa du pape Pi pue. Ça, c'est Prévert. Oui, puis il y a le fameux pour faire le portrait d'un oiseau. Oui. Mais là, tu étais comment, par exemple, en situation sur la scène? Est-ce que tu avais plusieurs feuilles séparées ou c'était le manuscrit que tu avais ici, j'imagine, celui-là qui était là tel quel, relié? Ou bien non, pas Non, forcément. c'était des bouts, Des bouts de feuilles, enfin des feuilles éparses. des bouts de feuilles. Avec un oiseau. Ah, Il y avait une colombe d'accord. qui était à côté de moi, qui s'envolait, qui allait dans les spectateurs, qui allait Non. d'un coup s'asseoir sur un projecteur. Et que je ne vais pas sur le projecteur. Je jouais pas, mais j'avais un rapport avec cet animal. Et alors, on arrive, Oh là. donc, c'est la trilogie française, la grande trilogie française et politique. Sartre, Prévert, Victor Hugo. Ah oui. Et alors, c'est
c'est L'homme qui rit, Ouais, ça c'est. qui est un immense roman, au sens que c'est un grand roman, et c'est aussi quelque chose, c'est deux tomes en poche, hein. Euh, et voilà, le temps qui passe. Alors, L'homme qui rit, on te le conseille, tu tombes dessus, parce qu'il faut quand même tu connaissais le film, Non. Là, peindre avec la voix. J'en reviens pas. C'est beau, peindre avec la voix. c'est toi. Oui, j'ai mis la peindre avec la voix. Ouais, c'est toi qui l'as écrit en tout cas. Oui, peindre avec la voix. C'est vrai que quand Hugo parle des gens, dans certains récits, ou quand il parle c'est bizarre, comme il, il décrit une atmosphère ou il décrit un paysage, comme il décrit un sentiment humain. C'est toujours une description. Tu te souviens quand tu l'as repris ici, on en a parlé avec donc Michel Fouché, Oui. il y avait des classes qui sont venues, et il y avait une classe notamment, et à l'issue de la représentation, ils t'avaient parlé, et ils avaient plus ou moins tous répété cette phrase, qu'ils avaient vu des images. Ah, Et je crois que tu avais été évidemment très, ah bah, tu très penses. touché. Plus que ça donnait tout un sens. C'est chouette quand on fait quelque chose, quoi qu'on fasse. Tout à coup, on est touché parce que vous avez su travailler. Un travail on a compris votre travail. On a compris votre travail. C'est pas quelque chose sous la porte comme ça, ou dit par, ou réservé pour quelques personnes. Quand les gens font ça, c'est le suprême récompense. Enfin, récompense. Alors, c'est difficile de résumer l'histoire, mais ce qu'on peut dire tout de même, après le Prévert et après le Sartre, où il s'agissait d'un montage avec plusieurs textes ou plusieurs poèmes, mais qui était autour d'une œuvre et d'un écrivain, là c'est un récit. Oui, et puis aussi par rapport, c'est pas ambigu ce que je dis, une certaine légèreté dans Prévert, apparente, avec une Oui, parce que profondeur. c'est très dur. Là, on est dans le ciment, on est dans la terre, on est une bise opiniâtre du Nord, souffla sans discontinuer, avec les éléments. Oui, sur, c'est le début ça, hein, je oui, crois. sur le continent européen et plus rudement encore sur l'Angleterre. Oh, regardez, rien. Tout à coup, il s'arrêta, écouta un instant et se dirigea vers une éminence qu'il apercevait confusément à sa droite. Il y avait là une configuration qui semblait, dans la brume, un arbre. C'est drôle, comme plus les écritures sont comme ça, plus on a envie de dire il était une fois, où on raconte, description, on fait voir un arbre. Oh. Oui, puis un récit qui a des qui a des situations longues. Il y a là-dedans, c'est comme une succession d'histoires qui sont de la même histoire, mais des histoires. Des histoires dans les histoires dans les histoires, une sorte de poupée russe comme ça. C'est ça, oui, un Ouais, peu. ouais. Et c'est cette chose un peu. Si on parle de ça, il faut parler de Victor Hugo, mais parler de ça, il faudrait l'écouter. Ouais. Il faudrait écouter, ou alors il aurait fallu que je prenne le livre et que je marque les ruptures de pensée qu'il y avait. D'un seul coup, on tourne une page et c'est pas là tout de suite. C'est au milieu de la page, il y a une grande rupture, il y a un grand silence. Et c'est comme si dans la même histoire, on reprend. Il y a plusieurs grandes histoires. Mais d'ailleurs, Dans- c'est un gros roman, Ah oui, oui. très long, Et et pour l'adapter, que Bourges a fait ça, c'est une c'est un merveille. casse-tête. Ah oui, il a fait un. Il faut Parce bien qu'il y a connaître Hugo. plusieurs Hein. histoires dans la grande histoire, et chaque fois, c'est vrai que ça situe, ça crée des univers Tu te rends compte, singuliers. cette histoire de cet enfant qui en arrive à insulter un peu plus tard dans La Chambre des Lords. la chambre des lords. C'est fou. Ben, en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'était pas vraiment gâté par la nature, c'est Oui, ça, je crois, oui. Oui, c'est peut-être ça, oui. hein, et qui Et était puis il y a un appris- mélange aussi, avec Victor Hugo, des éléments
de la nature, ça c'est le des côté ciels orageux, des éclairs. le côté panthéiste de Victor Hugo, où la Oui, nature. Panthéiste, c'est-à-dire où c'est pas un système où Dieu existe en tant que tel, comme Non, dans les oui. religions, mais où il est quelque part présent dans tout le fonctionnement de l'univers et donc tous les éléments contribuent à marquer, à faire exister sa présence. Mais pour un conteur, ce qui est bien, c'est parce qu'il y a un livre d'images aussi. D'ailleurs, je crois que tu avais, puisqu'on parle de livres et d'images, tu avais opté pour un accessoire assez particulier. C'était pas un petit livre ou le livre de poche ou le livre même de l'édition normale. C'est un livre grand. Ah non, je ne l'ai pas amené, moi. Non. Un livre grand comme ça. Et je tournais la page et je regardais. Hop, et je replongeais. Pourquoi tu étais arrivé à ça? Parce que ça ressemblait à Hugo. Le côté énorme, le côté démesuré. Énorme, c'est démesuré, c'est ça. Le côté démesuré. Ce grand que j'ai chez moi, je ne l'ai pas amené parce qu'il pèse lourd. Un grand livre rouge comme ça. C'est beau. C'est ce que tu appelles aussi livre d'image, comme si chaque page C'est ça. faisait basculer une image. Et quand on finit, c'était beau. C'était aussi Hugo. C'est quand on a fini une page, on retourne cette page qui n'en finit pas de tourner. J'allais lentement, comme ça. Et je replongeais dans l'autre page. Genre de mouvement perpétuel, c'est ça, oui. Le récit qui n'en finit pas d'avancer. Ouais, oui. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après Victor Hugo, tu vas faire plusieurs récitals. Tu vas notamment monter le texte de Genet, l'atelier de Giacometti avec Sylvie Mongin. Et aussi, et ça tu nous l'as déjà raconté ce matin, tu vas découvrir et faire découvrir Emmanuel Bove. Donc, avec Bagouet, tu nous as dit la passion, la difficulté, la douleur que cette expérience a entraîné. Oui, parce qu'avec Bagouet, il y a eu c'est là que j'ai appris avec Bagouet, c'est extraordinaire de la part d'un danseur, à mettre des points. Ah, c'est là que ça commence. C'est là que j'ai commencé et j'ai rien compris. C'est-à-dire que je comprends intellectuellement, mais c'est toujours avec le comédien. C'est très difficile la compréhension d'un comédien, parfois pas très difficile, très complexe. C'est pas en expliquant, c'est toujours le comédien. Ça part de là, puis après d'un seul coup, il faut que ça descende. Il faut ressentir, on marche aussi dans le texte, on bouge avec le texte quelque part, sans faire de grandes belles images. Et c'est très... mes amis, ça a été quelque chose de très dur. En plus c'était accentué et prolongé par des successions de mouvements. Je dansais pas avec Bagouet, mais c'était des mouvements extraordinaires. Il y avait un mur plein de graffitis, et je ne sais pas pourquoi il y avait des graffitis. J'inventais ça. Et je ne sais pas. Moi, j'étais prêt de me suicider. Parce que je n'arrivais pas à me suicider. Oui, quelque part. J'arrivais pas à dormir, rien du tout. Parce que je ressentais... Quand tu discutes avec quelqu'un qui a une idée en tête et qui est très doué, il y a de quoi suicider. Parce qu'il est très égoïste. Il ne sait pas la transmettre. C'est ça les grands metteurs en scène. Et je crois que Bagouet savait transmettre la danse, mais la parole... Alors, il essayait de me transmettre le mouvement du corps, etc. J'avais des mouvements très précis, très bizarres. Si on réfléchit un peu sur le plan de l'histoire de la scène, quand même, cette expérience, elle se passe au début des années 80. Oui. C'était quand même assez audacieux Oui. d'opter pour cette rencontre Absolument. entre Emmanuel Bove, romancier qu'on était en train de redécouvrir, mais qui avait été en partie oublié des années 30, 40, et qui propose, disons, un univers de la France d'avant-guerre tout à fait saisissant, et en même temps, l'idée de mettre ça sur une scène avec l'un des grands chorégraphes du moment, Oui. c'était tout de même un pari et quelque chose d'assez osé. Oui. Donc ce qui peut aussi expliquer les difficultés, les tensions que ça Oui, a et que entraîné. je n'ai pas réussi. Et j'en suis fier, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses que je suis content d'avoir pas réussi parce que je les ai réussies. Mais parce que tu as aussi beaucoup appris d'elle, sans Oui, doute. mais alors là, mais appris destructif, c'est-à-dire que quand il y a un moment où on te détruit, on détruit ce que tu sais faire pour trouver autre chose, c'est beau à dire, mais qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est douloureux, tu doutes de toi, c'est terrible.
Et en même temps, il avait quand même un petit défaut, c'est il savait pas, il a pas su, il était seulement un danseur. Mais ceci dit, il était attiré par le texte parce que j'ai su après, je le voyais souvent des récitals. Il est venu au moins voir quatre cinq récitals assez éloignés pour écouter. Il était là, il écoutait. Le BOV, Oui, ou les spectacles avant le BOV. avant le BOV. Oui. Il venait, il se dérangeait, il venait me voir. Bah oui, parce qu'il y avait sans doute à ce moment-là le désir qui montait de faire un travail avec toi quand C'est même. ça, Voilà. oui, c'est ça, oui. Mais il savait pas très bien. C'est venu très bizarrement, cette chose. Oui, mais en même temps, tes récitals, c'est pas des choses formatées. Donc chaque fois, à la fois il y a toi comme point commun, mais toi-même tu évolues et tu bouges, et puis tu te mets dans une situation un peu impossible d'inviter quelqu'un à t'accompagner. Ah oui. C'est pas un exercice de tout repos. Non. Bah oui, mais moi, il y a un moment où, à force de, quand tu es dans quelque chose, on a envie de détruire, on a envie de rencontrer quelqu'un qui vous fasse faire autre chose, à vos risques et périls. Mais c'est beau à dire, mais c'est difficile à vivre. Très souvent, la pensée, c'est fragile de vouloir changer, de vouloir évoluer, de vouloir rompre avec des choses pour retrouver. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai mal vécu ce moment-là en étant très heureux parce que je savais que je bougeais quelque chose qui m'intéressait, que je savais pas faire et que et puis aussi il avait une connaissance du texte. Il y avait un autre gars avec lui, une connaissance du texte que pour la première fois j'apprenais qu'il faut les points de dire simplement le texte aussi simplement. C'est avec lui, c'est très bizarre. C'est un garçon extrêmement particulier et que j'admirais beaucoup et, et- et j'avais beaucoup de peine à le suivre, à le comprendre aussi. C'est un mouvement, c'est un moment merveilleux. Je crois que dans tout ce que j'ai fait, c'est le moment de création où j'ai plus souffert, où j'ai vraiment et le plus formidable. Je sais pas si ça à la suite après ça apporte quelque chose, mais je sens avec le recul, je me suis dit on devrait toujours travailler comme ça, près du suicide. Quelque part, c'est beau à dire ça, je sais bien, je me méfie des mots, mais c'est une image quand même. On travaille toujours dans un confort, tel confort que on apprend, on découvre plus rien au bout d'un moment. Et ça, c'est une chose qui revient de manière entêtante chez toi, Oui. obsédante. La question de se mettre dans une situation de douleur Oui. limite. Oui. Suicide, c'est un mot fort. Mm. Tu as vécu avec les camps une expérience Oui. limite et tu reviens toujours à chercher, ou volontairement ou non, ce genre d'équivalence. Je ne sais pas je comment crois dire. savoir pourquoi, moi. C'est que je sais, alors ça veut paraître démago, tout ce que tu veux. Si on m'écoute, on me paraîtra, ça c'est pas sincère. Je suis certain que je suis pas doué. Du tout. Et c'est dans le travail, dans l'application, dans je sais pas que j'ai appris des choses, mais j'ai vu des gens doués travailler. Ouais. Mais ça, je pense que c'est pas suffisant comme explication. Ah oui. Parce que, Je sais parce pas que je comment crois que c'est dire. autre chose. Parce que tu ne sois pas doué, à un moment donné, tu es un autodidacte, tu t'es formé au contact d'autrui, au contact J'ai vu des gens doués. Tu as vu des gens Je doués. sais pas pourquoi j'aime bien. C'est qu'ils cherchent pas, ils trouvent. Moi, Oui, je mais en même cherchais. temps, quand tu dis ça, quelque part, il y a aussi en creux un orgueil énorme qui est de dire, moi, je ne suis pas dans cette idée Non, non, non. de performance et Je- de finir et de terminer et d'aboutir à un résultat. Je suis dans l'essai, dans la recherche, dans le risque, dans la marge. Donc, Oui, mais c'est pas de tourpeau. mais alors, tu souffres de ça. Oui. Tu voudrais être quelqu'un qui arrive pleinement, d'emblée, facilement à Oui. obtenir un résultat. J'ai vu des comédiens comme ça Non, qui arrivaient. toi, est-ce que c'est ça ton objectif? Je sais pas ce que c'est que mon objectif. maintenant. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça serait ça? D'avoir cette efficacité-là, ces comédiens que tu as vus, qui t'ont fasciné en Angleterre ou après chez Planchon? Un peu c'est top. C'est pas de tourpeau d'être ce que je dis, ce que je fais. C'est pas de tourpeau et c'est dangereux. Oui, mais en même temps, être dans la perfection te panique encore plus. Voilà. Donc, mes amis, Je crois qu'il faut.
je sais pas si je suis un artiste, parce que le mot me plaît pas beaucoup, mais je sais pas ce que je veux dire là, tu vois. Moi, je suggère que, puisqu'on poursuit cette manière de dévorer un peu ton trajet, Oui, que oui, on passe à un autre récital. d'accord. Donc, Emmanuel Bove, Mes amis. Et alors, dans les années 80, tu vas quand même faire deux rencontres avec deux auteurs vivants. Ah oui, C'est de langue française, deux auteurs suisses qui ne sont pas des auteurs de théâtre. non, C'est Nicolas Bouvier et Maurice Chapa. oui. Alors, est-ce que tu peux, au fond, dresser une espèce de portrait d'abord de Nicolas Bouvier, puisque c'est le premier, tu as montré le poisson scorpion, voilà. Avec Bouvier, c'est la première fois que je rencontrais une efféminité dans le travail. Quelque chose de la part d'un homme un peu féminin. Mhm. Et ça me plaisait beaucoup. Ça me causait, je le comprenais, je le ressentais. Plus que de la compréhension, je le ressentais. Il m'invitait souvent à dîner, à déjeuner chez lui. Et sans avoir l'air de rien, il me disait beaucoup de choses sur le travail. Contrairement à la metteur en scène qui faisait ça, Martine Pachou. qui était très très volontaire et tout ça, ça marchait pas avec lui. Et moi, je crois que j'écoutais un poète, plus que quelqu'un qui voulait un résultat d'une belle culture. Parce qu'il lisait admirablement bien, au point que je me suis dit, c'est peut-être lui qui aurait dû lire. Je l'ai entendu lire des textes, il a lu des textes d'ailleurs ici Oui. à Saint-Gervais, et Oui. c'est vrai que c'était un très, Un bon, très bon lecteur, liseur, oui, un très bon lecteur. Un homme délicat, un homme de, je sais pas, j'aimais beaucoup cet homme. Et j'ai appris avec des repas, C'est-à-dire? parce qu'il m'invitait toujours à manger chez lui. Et on parlait, grâce à ça, on s'est rencontrés en mangeant. Il aimait bien manger. Il avait une femme sublime que j'aurais bien voulu avoir, avec qui j'aurais bien voulu parler. Ah bon? Oh oui, Oui. elle était peintre de grand talent. Et c'est drôle comme il y a des couples qui me semblaient proches, mais qui n'avaient rien. Il semblait qu'ils faisaient rien ensemble. Et moi, ça m'a intéressé. Je me dis, tiens, cette femme est seule, intelligemment. J'ai toujours aimé les gens intelligents. Je me suis senti à l'aise avec des gens intelligents. C'est pas des gens de culture, pas des gens qui ont fait des grands. Je parle d'intelligence, je parle pas de La connaissance, de la ou de connaissance. l'accumulation de Oui, c'est savoir. C'est ça. C'est des gens qui ils semblaient ne pas rien savoir, mais qui étaient très intelligents. Et j'ai appris beaucoup de choses. En fin de compte, j'ai appris des choses que je ne pouvais pas faire, mais c'était une forme de culture que j'avais avec ces gens-là, avec cette femme que j'aimais beaucoup. Elle était très belle. Elle est encore très belle, je crois. Oui. Elle est encore très belle. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, lui, il sombrait dans l'alcool. Il m'a raconté une histoire extraordinaire. Ah bon? Oui, il était en voiture et il pleuvait. Il a buté une autre voiture devant lui. Et là est sortie une femme avec un parapluie. Elle est sortie furieuse. Elle a ouvert la porte de Bouvier. Elle dit, monsieur. Elle dit, oh, vous êtes monsieur Bouvier. Oh, j'aurais tellement voulu vous rencontrer. Et alors, il y a un flic qui est arrivé à la suite de ça. Et je sais pas pourquoi, elle lui a foutu un coup de parapluie. Ils ont passé, non, au flic. Ouais. Et ils ont passé toute une nuit ensemble au poste. Et Bouvier racontait ça en disant, c'est une merveille. Il voulait écrire une nouvelle là-dessus. Oh non, c'est des gens. J'ai eu cette grande chance de rencontrer des poètes vivants et des gens merveilleux. Je conserve un souvenir même presque physique de lui. Il était beau, intelligent, et puis je sais pas comment dire. Tu sais, ces gens de fin de race qui ont cette classe un peu négligent comme ça, ça m'a impressionné toujours beaucoup. Alors, ceci dit,
quand il est venu voir, je crois, le récit, je travaillais avec un décorateur qui a fait beaucoup de choses sur la scène, trop de choses, trop de choses. Et, et Bouvier, je l'ai regardé au salut, il applaudissait, mais était comme ça. Je crois qu'il m'en a jamais parlé, mais je crois qu'il n'a pas été très intéressé par ce travail. Tu pourrais nous lire peut-être quelques phrases Le du soleil début. et moi étions levés depuis longtemps, quand je me souvins que c'était le jour de mon anniversaire, et du melon acheté dans le dernier bazar traversé la veille au soir. Je m'en fis cadeau. Le curé jusqu'à l'écorce, et les barbouillait mon visage poisseux avec le fond de thé qui restait dans ma gourde. J'avais dormi d'un trait à côté de la voiture sous un arbre solitaire face aux dunes jaunes qui bordent l'étroit d'Adam et à la mer pommelée de moutons blancs. La descente de l'Inde avait été une merveille. Aujourd'hui, j'allais quitter ce continent que j'avais tant aimé. La matinée était chargée de présages et plus légère qu'une bulle. À toutes ces propositions, la réponse était oui. C'est bizarre comme écriture. J'ai toujours eu... C'est difficile, hein? Oui, j'ai toujours eu à le phraser des difficultés. Je cherche toujours l'image. Je crois avoir l'image. Hop, Elle échappe. elle échappe. C'est aussi... Je crois que c'est, pardon, je m'excuse. Non? C'est des successions d'images visibles, Oui. mais aussi très intérieures, qui m'échappent. Parce que c'est à la fois ce qu'il voit et c'est ce qu'il éprouve, quoi. C'est- voilà, Donc il y a une sorte de tremblement C'est et ça. de choses Et fugaces. que je n'ai pas su. Mais c'est le voyage aussi. C'est le voyage, c'est aussi sans doute... Parce que par rapport à tous les textes dont on a parlé, je crois que c'est le premier texte où on est dans cette sorte de vertige du voyage, du nomadisme. Bouvier était un grand voyageur, on le Ah sait. oui, oui. Et c'est un texte qui correspond pas vraiment. Chaque texte est différent, mais celui-là, c'est un peu une rupture aussi, une de plus par rapport à ce que tu as fait. Hein. C'est pas des textes habituels. Exact, c'est vrai ce que tu dis. C'est une vraie. J'ai eu une succession d'aventures. Et au-dessus, tout mon autre copain, c'était un très bon photographe. Il a fait des photographies superbes. J'ai été dans son atelier de photographie. Il avait une passion de la photographie. Voilà, donc le Poisson Scorpion, c'était la première rencontre avec un auteur suisse. Oui. Et puis il y en a une deuxième, dans les années Alors 80, ça, c'est Maurice Chapa. Ah, ça, c'est autre chose. Maurice Chapa. Hein, c'était donc le livre de C qu'on n'a pas ici. Hein, c'est pas une opération très scientifique, mais on se rattrapera la prochaine fois. Oui. En revanche, tu peux nous parler de Maurice Chapa que tu as C'est un rural, lui. rencontré. Et c'était François Rochet qui t'accompagnait sur ce spectacle. Oui. C'est un rural qui me doit du fromage. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce qu'il m'a invité plusieurs fois à manger chez lui. C'est comme pas un château, une vieille demeure avec des murs épais. Et il était âgé, il conservait une forme extraordinaire. Tu sais pourquoi, comment il faisait? C'est ce qu'il faisait pour conserver sa forme. C'était un marcheur, mais il avait chez lui un grand couloir. Et tous les matins, il faisait des allers-retours à quatre pattes. À 80 ans, il faisait des allers à quatre pattes. Il était très content. J'ai rencontré des gens comme ça, particuliers. Et il parlait de sa femme, c'est très bizarre. Corinne Labille, hein, Oui. une grande poétesse. Ah oui. Et je crois qu'il s'en rendait compte que c'était une grande poétesse. Et lui, il me dit, oui. Alors je partais souvent dans notre chalet pour aller écrire, et elle faisait la lessive. Elle s'occupait des enfants, elle faisait la cuisine, elle faisait tout ça. Et c'est elle, la douée, c'est elle qui avait du talent. Et je crois que Chapa, je m'avance un peu en disant ça parce que ça va paraître peut-être, il en a souffert quelque part. Il en a moins souffert quand il l'admet et quand il en parle. Parce qu'en fin de compte, je crois bien, il donnait l'impression qu'il avait rencontré une femme exceptionnelle, un peu exceptionnelle, un grand poète. C'était le cas. Un grand poète, et qu'il n'était pas. Lui travaille dans son. C'est une écriture de travailleur, comme ça. Le livre de C, c'est quoi l'histoire? Comme on n'a pas le texte là, en fait. Je me rappelle plus. Très bien. Ben, écoute, ça fera l'occasion d'un autre
Oui. moment de discussion. Et il est devenu, je crois, un ami, quoi. Tu as pu le Oui, revoir, même si vous n'êtes pas toujours ensemble. Mais non, non, c'est devenu. C'est un monsieur qui était, je sais pas si on était des amis, mais qui était très intéressé par pour qu'on dise son texte. Contrairement à Bouvier, c'était autre chose. mais je crois que Chapa, ses textes, à l'époque, en tout cas, on ne les disait pas tant que ça. Non, Bouvier non plus, mais Bouvier lui-même les disait. Donc tu Chapin. as senti l'intérêt qu'il avait d'entendre son texte. Ah oui, beaucoup. Ouais. Il était très, même flatté de ça, Mm. comme un débutant. C'était comme quelqu'un, pour la première fois, il avait, chez lui, il avait sa chambre, je montais dans sa chambre, il y avait des livres partout. C'est des livres de Corinne Nabil qu'il lisait et qui disait, on l'a mal perçu, Corinne Nabil. Maintenant, je voudrais quand même faire quelque chose, parler beaucoup, faire voir ce qu'elle a écrit, qui est important. Donc Donc, ce sont Bouvier et Chapa, ce sont des gens qui vous échappent et auxquels on est attiré et qui vous apprennent pas grand-chose, mais qui apprennent autre chose. Moi, j'ai toujours cherché dans les comment dire les. J'avais une tendance à dire, j'ai jamais fait ça, mais à me prostituer, en quelque sorte, en disant, voulez-vous lire ça? Ça m'intéresserait, pour savoir comment ils lisaient. Et j'ai eu peur, les auteurs eux-mêmes. oui, j'ai eu peur d'être impressionné par ça et de faire comme eux. Je me dis, il faut pas que je fasse ça. C'est des rencontres un peu. Tu sais, j'ai pas fait beaucoup d'auteurs vivants. Oui. Et les auteurs vivants, toujours, quand ils sont morts, ils me font pas peur. Quand ils sont vivants, ils me font un peu peur. C'est toujours un peu le. Bouvier me faisait peur, mais c'est un homme, ça fait partie des gens qui avec la culture, était une chose comme de mousse de champagne. Parce que Chapa était un paysan, virgule par virgule, point par point, qui expliquait beaucoup des choses comme ça. Et voilà. Il y a une chose aussi, en t'entendant parler de rencontres, et ça nous ramène par exemple au Victor Hugo, où c'est François Bourgeat qui te dit mais lis l'homme qui rit. En fait, tu as été délibérément et tu restes délibérément influençable. Beaucoup, beaucoup. Et je le souhaite. J'ai toujours souhaité être influençable. Je m'en suis sorti toujours. Je m'en suis sorti parce que je pique égoïstement. Je suis un voleur. J'écoute et j'essaye de prendre ce qui peut m'apporter. Et par contre, j'ai essayé de faire ça avec des gens où je faisais ça, mais la seule personne avec qui a essayé, c'est Bouvier. Je sais pas pourquoi j'ai jamais eu, j'ai jamais pu le piquer, j'ai jamais pu lui voler des choses. Je me suis trouvé devant un homme qui considérait que l'écriture c'est une chose, mais il y avait la photographie aussi. Le voyage. Il y a les voyages, il y avait la peinture de sa femme. C'est un homme qui était un artiste doué de plein de choses, avec plusieurs. Et ça m'échappait un peu.